Bonjour Céline et bienvenue sur le plateau d'Équilibre Sport et Nature. Bonjour Johan, ravi d'être là. Merci. Alors nous allons parler de Tiny House, mais d'abord il faut connaître cette genèse. D'où vient la Tiny House? Alors, très bonne question. La tiny house, alors on peut dire tiny ou tiny house, c'est un petit habitat ossature bois et ça vient des États-Unis. En fait, la tiny a répondu à une problématique. Alors, ceux peut-être les plus anciens peuvent se rappeler, mais c'est pas si loin que ça. Il y a eu la tempête Katrina et il fallait loger d'urgence les personnes. Et la tiny, la petite maison, était une solution qui est arrivée là. Et après, on a eu aussi la crise des subprimes aussi également, qui a permis, pas permis entre guillemets, mais c'était quelque part un mal pour un bien pour cette comment dire, innovation de créer un petit logement, surtout aux États-Unis. T'imagines, ils ont toujours une version XL. Ouais. Et là, de faire une version tiny, vraiment minuscule, c'est quand même assez antinomique avec le pays. Alors justement, comment tu pourrais décrire la Tiny? Donc ce mini habitat, c'est quoi alors? Alors, il faut vraiment. Il y a tiny house, donc il y a la tiny house qui est mobile, donc qui est sur remorque, d'accord. Cette tiny là, elle fait à peu près 20 mètres carrés. Elle peut avoir une ou deux mezzanines. Et on est vraiment sur une petite maison ossature bois, équivalent à peu près d'un studio. Mais on peut aussi utiliser le mot tiny pour dire micro-habitat, petite maison. Et là, j'ai des projets avec des tiny qui vont faire 30, 40, 50 mètres carrés. En général, le maximum, c'est 60 mètres carrés. Donc celles-ci, elles ne sont pas sur un châssis, elles sont fixes, elles sont Tout à posées au fait, sol. oui, tout à fait. Celles-ci, elles sont fixes et ça dépend vraiment le besoin de la personne ou du porteur de projet. Bien souvent, on se rend compte qu'on cherche de la mobilité, puis au final, une fois que la tanière est posée sur le terrain, elle ne bouge plus. Donc pourquoi garder ou pas la remorque, puisque la remorque a un coût quand même, hein. Ouais. Une remorque de tiny, c'est entre 3 et 4 000 euros pour donner une idée. Donc les fois, elle peut arriver par remorque, mais on la désolarise de la remorque et du coup, on vient la poser sur pieu. Et l'autre avantage, non des moindres, c'est que quand la tanière est posée sur pieu, elle est éligible à un prêt immobilier, que sinon c'est considéré comme du mobilier. Donc là, on devient plutôt, on passe par un crédit conso. Donc tu vois, les taux ne sont pas les mêmes. Donc à chaque fois, il faut vraiment bien poser son projet au départ. Et je suis là pour ça. Celle qui est mobile, on n'a pas besoin de plan d'urbanisme local, c'est ça qu'on dit? On a besoin de déclaration, parce que celle qui est fixe, on est obligé d'avoir un terrain constructible. Que Alors, l'autre, oui ou non? les deux. C'est plus compliqué que ça. Alors, je vais essayer de faire une synthèse. Donc déjà, au niveau urbanisme, on est régi par des plans locaux d'urbanisme, ce qu'on appelle les PLU. Ou PLUI, quand il y a plusieurs communes qui se regroupent, comme chez toi, par exemple, on est en PLUI. Voilà. Et quand il n'y a pas du tout de PLU, dans les petites communes, il y en a quelques-unes en France, ils sont régis par le RNU, Règlement d'urbanisme. Donc du coup, le PLU vient donner des directives, dire ce que tu peux faire, pas faire, par rapport à un zonage de terrain. Donc sur plein de terrains, tu as un zonage, terrain constructible, qui peut être en terrain U, donc ça veut dire à urbaniser, ou terrain dit naturel, ou terrain dit agricole, et forcément, en fonction du zonage, tu as le droit de faire ou pas faire certaines choses. Mais c'est encore plus compliqué que ça, parce que tu es en France pour faire des choses simples, voilà. C'est compliqué. Donc tu as une première lettre, puis après tu as une deuxième lettre. Donc par exemple, tu peux avoir du N. N, tu peux rien faire, tu ne peux pas faire d'habitat sur du N. Mais quand tu as un NT, naturel touristique, ou un NL, là tu peux faire par exemple de l'hébergement touristique sur du NT. Et NL, pareil, de l'hébergement touristique, ou en tout cas des hébergements liés avec des activités de loisirs. Voilà. Donc les campings, par exemple, sont en NL, tu vois. Donc c'est vraiment plus complexe que on peut le penser. Ce qu'il faut garder quand même en grande ligne, c'est une tiny house se met sur un terrain dit constructible. Si vous êtes sur un terrain non constructible, type naturel, touristique, naturel, loisir, il faut vraiment qu'il y ait une activité professionnelle qui soit liée. Voilà. Et il y en a peu. Alors ça veut dire, j'ai un grand jardin, je veux poser une tiny dessus. Oui. J'ai le droit ou pas le droit? Tout dépend du plan local d'urbanisme alors. Alors, tu as un grand jardin. Si on prend par exemple chez toi, tu as un grand jardin, mais tu as ta maison. Donc, tu te dis que tu es déjà dans un endroit qui est urbanisé. Donc, ta tiny, tu vas pouvoir, sous réserve de bien vérifier, mais tu vas pouvoir la déclarer en annexe de ta résidence principale. D'accord? Et là, il y a encore des règles à respecter. Donc, à chaque fois, moi,
je passe beaucoup de temps à éplucher les PLU. J'ai épluché, c'est pas vraiment le terme, mais Oui. tu vois, vraiment à les parcourir en détail, à rappeler aussi le service urbaniste des communes pour s'assurer qu'on soit vraiment en conformité. Et là, ensuite, on vient faire ce qu'on appelle une déclaration préalable quand on est en dessous des 20 mètres carrés ou un permis de construire quand on est au-dessus. Voilà, c'est bien ça la différence. C'est ce côté-là. Ça veut dire que mon châssis mobile, pas besoin de permis de construire, juste une demande. Par contre, si je fais d'une tiny fixe, là, il me faut un permis de construire. Oui, mais alors on dit pas besoin. En fait, une déclaration préalable, ça équivaut à un mini permis de construire. Tu verras, si je te montre des documents, permis de construire, tu viens détailler le plan de coupe, le plan de masse. Une déclaration préalable, c'est quasiment pareil, quoi. Sauf que on va aller moins chercher la réglementation thermique ou autre. Donc c'est un peu plus light, mais quand bien même, il faut bien s'assurer, il faut en conformité sur les documents qu'il demande, quoi. Donc, j'achète un terrain de vigne, je n'ai pas le droit de poser ma tiny. Oui et non, ça dépend. Si, par exemple, ce terrain de vigne, normalement, quand tu es en terrain de vigne, c'est souvent du terrain dit agricole. Ouais. Mais un agriculteur pourra mettre une tiny sous réserve qu'il y ait, par exemple, à côté de ce terrain de vigne, des animaux, la présence qui nécessiterait qu'il doit obligatoirement rester jour et nuit pour assurer une permanence pour ses bêtes, par exemple. Et là, il peut avoir une tiny ou une résidence principale. Tu vois, donc c'est à chaque fois, je suis là pour leur dire ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire. Parce que pour beaucoup, ils ont un peu des idées, soit dire bah oui, de toute façon, c'est mobile, donc je peux la mettre au jeu. Je fais non, sinon, quand c'est mobile, ça peut être considéré comme une caravane. Une caravane, tu peux la mettre que 3 mois. Après, il faut demander une dérogation pour aller au-delà des 3 mois, tu vois. Donc, je suis vraiment là pour leur dire non, il ne faut pas faire ça comme ça, pour leur donner vraiment un éclairage. Donc, on va maintenant parler des différents exemples pour qui serait une tiny. Donc, on peut avoir les logements insolites, on peut être particulier, avoir une annexe, faire du Airbnb, du logement. Oui. On peut peut-être, quels sont les exemples, pourquoi mettre une tiny et quels seraient les exemples qu'on aurait? Je vais parler de cas concrets. Donc, j'ai par exemple un couple, alors là c'était en Vendée, où son papa est vieillissant, tu vois. Donc là, elle a voulu plutôt mettre une tiny de plein pied. Et c'était compliqué d'avoir son papa chez elle, dans son intimité. Donc, elle m'a contactée pour qu'on puisse mettre une tiny à côté de la maison. Et là, elle assure après tout service avec des infirmières, livraison de courses. Et ça permet de responsabiliser encore son papa. Et quand même, elle a toujours son papa à côté d'elle. Et ça évite qu'il aille tout de suite rapidement dans une structure type EHPAD ou autre. Tu vois, ouais. Ça fait un peu la transition. Et premier exemple. Autre exemple, un couple qui a un enfant handicapé. Pareil, ils cherchent que leur enfant qui commence à grandir et être majeur, qui ait son indépendance, ouais, soit autonome. Et soit autonome. Parce que sinon, ça reste un enfant qui a du mal aussi à grandir. Ouais. Et pareil, la tiny peut être une solution. Donc ça, c'est vraiment quand c'est plutôt annexe dans son jardin. Ça peut être pour une profession libérale, pour faire son bureau, ouais. Pour faire du télétravail, pour recevoir ses amis, la pièce supplémentaire, si tu veux. Et puis ensuite, ça peut être également tout ce qui va être lié à l'hébergement, donc hébergement touristique, c'est ce que tu viens de dire, faire du Airbnb, oui, tout ce qui va être autour de l'hébergement touristique, avec plus ou moins des formes différentes. Donc tu as la tiny que tu as en tête, qui est rectangulaire, plus ou moins, qui peut être monopente, double pente, mais j'accompagne aussi des porteurs de projets sur des formes complètement différentes. Donc on va faire des dômes géodésiques, des aumes un peu plus pointus, ça c'est magnifique. Tu as des wisdom aussi, tu as des cabines miroirs, cabanes perchées. On est toujours dans la tiny là ? En fait, le mot tiny, c'est que ça veut dire petite maison, minuscule maison. Ouais. Et après, parce qu'on appelle, il y a des dérivés, quoi. D'accord, des ok. variantes, c'est des variantes si tu veux. Alors, quand tu mets une tiny dans un arbre, permis de construire ? Demande préalable de travaux ? Ah bah là, oui. Et là, en plus, comme tu es en hauteur, il y a toute la notion d'accessibilité, de sécurité, surtout si tu dois recevoir du public. Donc, il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte. Alors, au niveau phytoépuration, si on parle un petit peu d'écologie, comment ça se passe ? Toilette sèche, il y a une fosse, il y a quoi ? Tu dois être toujours même chose, même règle, tu dois être en conformité et ce qui va régir, c'est ton terrain. Où se trouve ton terrain ? Si ton terrain, il y a le tout à l'égout qui est là,
donc ça c'est bien parce que déjà c'est beaucoup moins cher, Ouais. faut dire les choses, tu te dois te raccorder au tout à l'égout. La commune va t'obliger à le faire. D'accord. Si toi tu veux par contre amener de l'autonomie, Oui. donc c'est quelque chose que tu vas faire en plus, mais tu dois te raccorder au tout à l'égout. En fait si tu veux, ils veulent éviter que chacun fasse n'importe comment, donc c'est quand même un minimum régi. Ça ne t'empêche pas de faire des toilettes sèches si tu veux. De Ouais. toute façon, ça sera vu par le SPANC, ça sera vérifié, tout ça. Mais si tu as le tout à l'égout, tu dois te raccorder. S'il n'y a pas le tout à l'égout, c'est-à-dire un assainissement collectif, donc ça passe à un assainissement individuel, Ouais. autonome. Là, tu fais ce qu'on appelle une étude de sol, une étude filière, qui vient faire des préconisations sur ce que tu peux faire. Donc, il y en a qui vont privilégier la phytoépuration, donc un système de plantes Ouais. qui marche bien, qui filtre à la fois les eaux grises et les eaux noires. Peu de personnes le savent, mais tu peux aussi gérer les eaux noires. Tu peux mettre en place une microstation, une fosse toutes eaux. Il y a pas mal de solutions. Après, il y a les avantages et les inconvénients. Il y a une notion de coût aussi. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est où va se situer ta tiny house, c'est-à-dire toutes les tranchées qu'il y a à faire. Ouais. Quelle solution? La phyto, ça peut être une bonne solution, mais est-ce qu'il y a de la pente ou pas? Parce que sinon, après, c'est une pompe de relevage à mettre, tu vois. Oui. Donc, c'est plein de sujets techniques. En tout cas, bon, je suis là pour vous accompagner, pour vous dire, soyez vigilants. Puis après, on fait appel à un bureau d'études. C'est leur métier. Tu fais appel à un expert et ils vont te dire. Quel est toi vraiment ton métier aujourd'hui au niveau de la tiny? Alors, mon métier, moi, chez EasyPlace, j'ai créé EasyPlace aujourd'hui, on peut dire c'est une agence immobilière avec vraiment cet accompagnement de A à Z. Donc, on ne fait pas que de l'immobilier, c'est-à-dire la partie foncier. On accompagne vraiment de A à Z avec la partie urbanisme, la partie construction. Donc, ce n'est pas moi qui construis, mais je travaille avec un volant de constructeurs. Donc, j'ai plusieurs constructeurs qui répondent à des projets vraiment spécifiques, de la tiny ou pas de la tiny si on est sur de l'insolite. Et je cherche le circuit court, tu penses bien. Ouais. Donc j'essaie quand même de travailler avec, on a des super artisans, même des sociétés qui sont capables de faire des productions plus importantes. Après, j'ai la partie maîtrise d'œuvre jusqu'à l'exploitation. Il y en a qui me demandent comment je vais rédiger mon annonce pour mettre en Airbnb. Tu vois, je vais jusqu'à leur apporter aussi Ce conseil, coachés. d'accord. Et Mais je ne suis pas toute seule, hein, quand même. Je te rassure, hein, je ne fais pas ça toute seule. Et justement, le terrain, par contre, tu vas à la recherche du terrain ou c'est les gens qui trouvent le terrain et ils t'appellent après? Ou est-ce que tu vas Les deux. En fait, souvent, il y en a, ils ont déjà un terrain qui est un terrain dit familial ou ils ont repéré un terrain et là, ils me disent oh, j'ai quand même besoin d'être accompagnée parce que, bon, il y a l'urbanisme, ils me disent des choses, mais est-ce que c'est vraiment ça? Comment je peux faire? Parce qu'il y a ce que va dire, par exemple, si tu appelles ta mairie, tu dis je vais mettre une tiny house. Oui. 9 chances sur 10 Ils me qu'ils disent te disent non. non. Non, quasiment sûr. Mais le mot tiny house, c'est un mot anglais qui n'existe pas dans le code d'urbanisme. Donc, il faut, tu vois, il y a aussi une sémantique à appréhender pour bien présenter ton projet. Donc, voilà. Et puis après, j'en ai qui me disent, bah, moi, je n'ai pas de terrain, Ouais. mais soit je veux faire ma résidence principale, parce que je n'ai pas forcément besoin et l'envie de vivre dans 100 mètres carrés, ça peut me coûter cher et je veux quelque chose qui soit optimisé, passif, ainsi de suite. Donc, j'ai dit, bah, venez me voir. Soit bah, je cherche vraiment un terrain pour un projet pour moi, résidence secondaire, hébergement touristique, peu importe. Là, j'accompagne une maman avec ses 2 filles. Tu vois, donc elle va avoir sa tiny house, la maman, ses 2 pépettes, je dis pépettes, Ouais, ses bah oui. filles, t'as compris, hein. Ces 2 filles vont avoir leur tiny, et puis après on va mettre en place une serre, et ça va servir, si tu veux, de pièce de vie, de réception, parce que bah, pour recevoir, tu vois, par exemple, là on sort des fêtes de fin d'année, Ouais. quand tu veux faire un bon repas, et là tu es dans une serre, ça leur sert aussi pour faire leurs loisirs créatifs, c'est le lieu de convivialité, tu vois, donc on raisonne un peu autrement, ce qui permet aussi de se dire, bah, cette grande pièce, bah, je la chauffe seulement quand j'en ai besoin, Voilà, tu ouais. vois. Au niveau écologie, on est top. On est top, après ils sont dans leur petite maison, elles ont chacune entre 40 et 50 mètres carrés optimisés, mais ça leur suffit Ouais. amplement. Par contre, elles ont un beau terrain. Et donc, on vient travailler sous forme de modules, tu vois. Le lave-linge, on va dire, bah, attends, pourquoi on va faire le lave-linge, ça fait du bruit dans un petit habitat. On va le sortir et on va le mettre dans un petit abri de jardin. Un petit tu vois. box, ouais, ouais. Et ouais, ça permet, tu sors ton linge et tu le mets directement à l'intérieur. Et puis après, tu peux sortir pour le faire étendre s'il fait beau dehors. Et ainsi de suite, tu vois. Donc, on pense autrement. Est-ce que moi, je peux louer, si le plan local d'urbanisme l'autorise, est-ce que je peux louer mon terrain pour qu'une personne vienne y mettre sa tiny house? Ah, très bonne question, très intéressant. Oui, tu peux le faire, bien sûr. Donc, il faut aussi que tu déclares cette tiny house auprès de la mairie. Donc, c'est le Ouais. propriétaire
du foncier. Donc, c'est toi qui vas déclarer ces tiny house. Et après, tu vas mettre en place ce qu'on appelle une convention d'occupation équivalent d'un bail avec cette personne-là qui, elle, est propriétaire. Mais attention, il y a une question quand même d'assurance. Parce que toi, tu dois être assuré. Oui. Bon, après, c'est ta responsabilité civile, bien évidemment. Mais voilà, il faut que ça soit bien encadré avec des bons documents juridiques. Et puis après, on peut imaginer plein de modèles économiques. Par exemple, là, j'ai accompagné un château qui a rénové. Il a rénové son château. Il n'avait plus de financement possible. Et il accueille des mariages, donc il a beaucoup de mariages chaque année. Et bien sûr, les mariés et la famille des mariés aimeraient bien dormir sur place. Bon, la tente, c'est sympa, mais pour un mariage, c'est pas top. C'est pas top quand même. Et donc, du coup, il loue des emplacements sur son terrain. Et moi, je suis allée lui chercher des investisseurs qui ont acheté des tiny. Et lui, ça lui permet de commercialiser, tu vois, ces tiny et d'apporter des hébergements supplémentaires pour ses mariés. Et après, une répartition de chiffre d'affaires. Donc, lui, il touche déjà un loyer. Ouais. Tu vois, chaque parcelle, donc en général, on fait 200 mètres carrés, mais on ne vient pas clôturer, parce que bon, c'est un château, tu vois bien. Ouais, on ne s'amuse pas à faire des tranchées pour passer les réseaux. On a voulu faire des tiny 100% autonomes. Donc ça, c'est super, parce que pour lui, il se dit, je ne viens pas dénaturer mon site, quoi. Ça reste un beau domaine. J'ai mes tiny qui sont posés là, il n'y a pas de co-visibilité. Et je peux les commercialiser auprès de mes clients sans que j'ai pu dépenser, parce que la banque ne l'aurait pas suivi, si tu veux. Et pour l'investisseur, lui, il est content parce que, il a mis une tiny autonome, on est autour des 70 000 euros pour donner une petite idée en fonction de la gamme que tu vas, et puis de l'équipement que tu vas faire. Et pour 70 000 euros d'investissement, ça lui permet d'avoir une rentabilité sans être propriétaire du terrain. Donc, parce que forcément, quand tu achètes terrain plus tiny, ça commence à faire. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour celles et ceux qui vont chercher une rentabilité, diversifier un peu leur patrimoine immobilier. Ça peut être une solution pour démarrer. Tu vois, parce que bien souvent, même un jeune qui veut dire j'aimerais bien commencer un peu à investir dans l'immobilier, tu achètes un appartement sur Nantes. Ce que j'allais te dire, ça monte. Ça monte, tu as les charges de copro, ainsi de suite. Là, c'est gagnant-gagnant. Déjà, tu rends service quelque part au propriétaire du château. Lui, il est content, il a une autre offre commerciale. Et toi, tu touches un pourcentage du chiffre d'affaires généré. Donc ça, on peut. Ça, tu peux. Il faut que ça soit juste encadré par un contrat équivalent d'un bail. Et là, on vient de voir aussi. Et là, tu sauras nous expliquer, nous conseiller. Oui. Moi, je prends toujours beaucoup de temps pour bien expliquer parce que je suis sur un marché c'est difficile, même si tu poses des questions à l'IA, il va te dire oui, les grandes lignes. Il ne sait pas tout, l'IA. L'IA est très bien pour te dire ce que est possible de faire, pas possible de faire. Mais à un moment donné, après, tu peux être noyé dans plein d'informations. Et puis, ce sont des informations, des fois, assez génériques. Et après, on est au cas par cas. Puis, il y a des montages qu'on ne connaît pas. Parce que je suis sur un marché récent. Et c'est des retours d'expérience. Moi, c'est des retours d'expérience qui fait que j'ai pu aussi amener d'autres solutions à mes clients. Alors, tu dis que c'est récent, mais là, alors, est-ce qu'on peut dire un nouveau projet où il y a quelque chose? Donc, il y a des étangs, on peut y faire des choses. C'est quoi ce nouveau projet, justement? C'est bien, Yoann. Oui, maintenant, ça va faire un peu plus d'1 an où, grâce à de toute façon, la vie est faite de rencontres, on peut dire les choses. J'ai rencontré un constructeur de flottants qui est accompagné avec un architecte naval. Et là, j'avoue, ça fait plus d'1 an où je suis vraiment à fond, tombée amoureuse du flottant. C'est vraiment un gros coup de cœur et je trouve que ça amène une vraie solution. Donc là, on parle d'habitat flottant. Donc les plans d'eau en France, il y en a énormément. Alors combien il peut y en avoir à peu près de plans d'eau en France? Il y en a 800 000? Ah, c'est bien, 850 000. J'ai regardé un petit peu avant qu'on fasse interview, donc c'est pour ça. Ouais, c'est pro. Oui, il y a à peu près plus de 800 000 de plans d'eau. Donc j'appelle ça des plans d'eau privés. Ouais. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que des terrains dits de loisirs. Terrains dits de loisirs, c'est des terrains non constructibles. D'accord? Mais si tu as un plan d'eau, tu peux faire une maison flottante. Sans demande? Sans demande. Attends, il y a des petites choses quand même à connaître. C'est qu'en fait, tu déclares ta maison en bateau. En fait, on vient homologuer ton bateau. En fait, il faut prouver que ce soit déplaçable. Oui. Et donc, tu peux avoir après une maison flottante. Donc, c'est génial. Alors, bien sûr, tu as un ponton. On ne va pas faire une maison flottante au milieu du lac ou de l'étang, tu vois bien. Ouais. Donc, il y a un ponton. On la rend 100% autonome.
Aussi, à part si tu as des raccordements possibles eau et LEC, ben c'est très bien. Oui. Mais sinon, dans les projets que j'ai pu réaliser, c'est 100%, 100% Donc les autonome. eaux grises et tout ça, tu fais comment? Tout ce Bah, qui est... en fait, tu as un système un peu de... C'est des flotteurs de barges. Donc, tu fais fabriquer ta tiny, ça ne change rien. Le Ouais. constructeur de tiny house, il construit son ossature bois. Après, il y a un travail à faire en amont par un bureau d'études et l'architecte naval, parce qu'il faut que Ouais. ça soit vraiment bien encadré en termes de poids, de répartition, ainsi de suite. Et ensuite, tu embarques toute ta partie technique dans tes systèmes de flottaison. Si bien que ta microstation est embarquée dans ton système de flottaison. Donc, tout est à l'intérieur. Tu as un système également de filtre d'eau. Donc, on utilise l'eau du plan d'eau, du lac, de l'étang, qui est filtrée. Et tu peux l'utiliser, alors pas pour la boire, bien évidemment. Laver, faire voilà, la vaisselle. la vaisselle, prendre ta douche sans problème. Tu vas utiliser quand même des produits écologiques, mais je Oui. pense que... Là-dessus, on va être tous concernés, je pense. on est tous Quand on convaincus. fait un projet comme ça, on est concerné, sinon Voilà. on ne le fait pas. C'est très important d'avoir cette notion-là. Tu n'es pas obligé de partir en toilette sèche, hein. Tu peux avoir des toilettes normales, parce que cette microstation peut aussi les gérer. Et après, il y a juste le sujet de l'eau potable. Donc là, on met en place ce qu'on appelle des cuves d'eau potable, comme ce qui peut exister. Et puis après, si ton terrain a accès à l'eau potable, bah, très bien, tu fais ton petit raccordement. Alors, quand tu dis déplaçable, ça peut être déplaçable à la main avec une corde, par exemple, déplaçable avec des rames ou un moteur. C'est ça que tu veux dire déplaçable? Déplaçable, il faut que ça soit motorisé. En fait, il faut que tu aies un moteur. Donc, on met en général un petit moteur juste pour montrer qu'on peut la déplacer. Et on vient homologuer ton houseboat, parce qu'on dit habitat flottant, houseboat. Donc, il est homologué avec un numéro, ce qui fait que ça devient navigant. Alors, si c'est navigant, je peux le mettre sur la Loire, je peux le mettre sur la Vilaine, je peux le mettre où je veux alors? Alors, oui et non. Tu peux le mettre sur des plans d'eau privés. Et si tu veux après être sur d'autres plans d'eau qui appartiennent aux communes, là, c'est rigide parce que sinon, tout le monde mettrait, t'imagines, sur l'Erdre, sur la Loire. Voilà, en fait, aujourd'hui, ça existe. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a des logements insolites qui sont sur la Vilaine, par exemple. Ou, voilà, oui. Voilà, tout à fait. Donc là, pareil, c'est... comme les bateaux, ils ont bien un système avec un anneau, ainsi de suite, tu vois. Donc, quand tu es sur des plans d'eau publics, eh ben, là, tu es régi par l'organisation publique. Donc, tu as un contrat avec un règlement. Et puis après, tu as un nombre de places qui est possible, qui te propose. Et voilà. Et aujourd'hui, à peu près, la part du marché par rapport à la tiny house, ça prendrait combien sur les plans d'eau? C'est infime ou ça commence vraiment à se développer? Ah, c'est vraiment, on est au démarrage. Aux prémices. Oui, on a vraiment, alors nos voisins européens, ils ont déjà compris ça depuis longtemps, parce qu'avec le réchauffement climatique, la montée des eaux, ainsi de suite, forcément, l'eau devient une superficie intéressante à explorer. On manque crucialement d'habitat, hein, on peut dire. Aussi. On est dans une crise quand même immobilière, mais on ne pense pas... Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des freins ou des peurs en se disant, mais sur l'eau, il n'y a pas besoin d'avoir une hauteur d'eau minimum. Tu vois, ça se fait franchement de façon simple. Je pense peut-être parce qu'on n'y a pas pensé. Et souvent, tu sais, c'est quand on se trouve un peu au pied du mur. Ouais. Il y a une crise qui arrive et là, on trouve des solutions. Tu Exactement. vois, un peu comme la Titanic qui est arrivée aux États-Unis. Tu vois, tu es là, oui, crise de logement, Katrina, tu vois, une tempête, ainsi de suite. Là, du coup, il faut trouver des solutions. Et donc souvent c'est ça, c'est que les solutions sont amenées quand tu es un peu en difficulté, hein, tu vois, où tu es obligé un peu de te remettre en question. Et il y en a. Donc aujourd'hui c'est une vraie solution qui est très intéressante. Tu es sur une houseboat, ça bouge pas, ça peut être très... Ouais, c'est stable. c'est stable, Oui, bien c'est sûr, stable. parce que tu viens vraiment la stabiliser sur ton ponton, ainsi de suite. Et donc pour répondre à ta question, c'est l'émergence du marché pour moi. Alors moi, ça fait maintenant 5 ans, un peu plus de 5 ans, je pense, que quand j'ai vraiment démarré, et ça fait 4 ans que je suis lancée officiellement. La tiny, ça y est, les lignes commencent à bouger. Tu parles de tiny, maintenant les gens ils comprennent. L'urbanisme aussi, c'est un mot qu'ils entendent. Beaucoup sont de plus en plus convaincus que c'est une vraie solution. L'hébergement sociaux, ça y est, il y en a qui arrivent, héberger des saisonniers, ainsi de suite. Pour celles et ceux qui veulent plus petit, au lieu de faire la tiny 20 mètres carrés, tu peux faire un peu plus grand. Donc, on appelle ça aussi des lodges. Ouais. Mais on n'est pas sur du mobile-home, hein, attention, il n'y a pas de plastique, on est vraiment sur de l'isolation, sur des habitats plutôt passifs, bien pensés. Et puis après, le flottant, si on prend par exemple les Pays-Bas, ainsi de suite, eux, ils ont des villages flottants.
Ah ouais? Ouais, des lotissements flottants. C'est hallucinant. Moi, j'invite celles et ceux à regarder sur Internet, taper village flottant, Pays-Bas, ainsi de suite, quoi. Avec des tarifs fonciers qui sont moindres. Tu achètes ça comme c'est de la terre non constructible. Donc, ça coûte moins cher quand même que tu achètes un terrain pour construire une maison, tu vois. Ou poser sa tini. Ou poser sa tiny, tout à fait. Après, il faut avoir envie de vivre dans quelque chose d'insolite aussi. Hein. Alors, tu disais une tiny, alors à peu près c'est quoi? Entre 50 et 70 000 euros, une tiny house. Oui, tu peux. Alors après, tu as le marché de. Maintenant, tu as un marché de seconde main qui est là, donc c'est chouette. Attention, je mets quand même un point de vigilance. Marché seconde main. Ah, c'est génial, j'ai trouvé une tiny, Céline. Nanana. Hop, hop, hop. Attention, parce que si vous avez déjà votre tiny, on n'a pas l'autorisation d'urbanisme. J'ai eu le cas de figure avec une tiny qui était très jolie, mais il y avait plus de 3 revêtements différents de bois horizontal, vertical, avec des couleurs. Après, il y avait de l'alu. Si tu veux, quand moi j'ai dû la déclarer après l'urbanisme, ça passait pas. Mais je disais, bah, non, là, ça ne s'inscrit pas dans l'environnement. Ok, un bardage horizontal, vertical, éventuellement avec une petite touche d'alu, mais c'est tout, quoi. Donc, ils ont aussi un regard. Donc, attention. Faire très attention aux secondes mains. Ouais, attention seconde main, Ouais. où tu vas mettre ta tiny, vraiment s'assurer d'avoir fait déjà la demande. Plus tu as une tiny un peu plus simple, c'est-à-dire 2 pentes ou monopente, mais pas qu'il y ait trop de couleurs, tu vois, qui puissent... ça va, c'est OK. Après, Qui passe dans le paysage. oui, voilà. C'est ça. Il faut vraiment être vigilant là-dessus. Donc, tu as un marché de seconde main. Donc là, tu peux vraiment... même s'il y a une faible décote, quand même, des tiny, Ouais. c'est un peu comme les vannes aménagées. Pour l'instant, il y a une faible décote, mais tu peux trouver des tiny autour des 50 000 euros, 40 000 euros, ça tu vas trouver. Ouais. Mais neuve, oui, le premier prix, ça va être 45 50 000 euros. Puis après, plus tu vas vouloir mettre une isolation biologique, ta toiture, quand tu es en 2 pentes, ça coûte un peu plus cher que monopente. Si tu as des cassures ou tes toits plats, tu repars après en 2 pentes. Quand il y a vraiment un travail, franchement, c'est de l'ossature bois. C'est ce qui est normal. Et justement, la comparaison par rapport à un flottant. Le flottant va quand même revenir à beaucoup plus cher, parce qu'il va y avoir quand même déjà toute cette partie flottante, l'étude, et après la construction. Oui, tu as raison. Ce qui va faire cher sur le flottant, c'est aussi la partie... alors cher, c'est un grand mot, je vais vous donner des notions, mais je vais t'en donner, mais c'est la partie autonomie. Parce que tu vas mettre des panneaux solaires, Ouais. voilà, même si les panneaux aujourd'hui restent quand même accessibles, mais tu as quand même la notion de batterie, parce que tu n'as pas de relais électrique, hein, Non, ouais. à part si vraiment ton plan d'eau le permet, mais en général, certains, on est vraiment 100% Autonome. Donc il faut vraiment gérer les moments où tu n'as pas d'ensoleillement, donc il faut des systèmes de batterie. Après, ben, tu as l'assainissement, tu vois bien quand tu veux faire un assainissement chez toi, tu as un coût. Donc ça rajoute facile entre 10 et 15 000 euros la partie autonomie. Ensuite, ce qui va coûter, c'est d'avoir ta construction ossature bois que tu viens rajouter sur tes systèmes de flottaison. Ouais. Le premier prix sur, je vais donner, c'est important, une petite chambre hôtelière. Ça fait 20 mètres carrés que tu veux mettre sur un plan d'eau. Donc 20 mètres carrés, d'accord? Donc tu as une chambre, tu as tout dans la même pièce, tu vois, une petite kitchenette. Salle de bain, toilette. Salle de bain, toilette, d'accord. Là, on arrive flottant à la sortir à 75 000 euros. Ah on n'est pas forcément sur des prix excessifs non plus, en fait. Non. Après, attention. Après, quand tu vas faire, par exemple, là, on a un projet, un dôme flottant. Magnifique. Un dôme flottant, en rajoutant en plus le petit bain nordique qui va bien. Ah, c'est génial. Oh, qui va bien, là, ouais. Sur les temps, j'imagine, avec le bain nordique, le dôme, magnifique. C'est super. Ouais. Donc ça, c'est un projet qui va être à côté de Saint-Émilion. Il va y en avoir 3 sur un plan d'eau. Là, ça sort à peu près entre 90 et 100 000 euros. Ouais. Hors bain nordique. Hein. Après, bain nordique, tu en as à partir de 3 000 comme 10 000. Voilà, Tout dépend ce que tu veux mettre comme bain nordique, on est d'accord. Mais bain nordique, pas de jacuzzi, parce que ça prend trop sur les l'énergie. batteries. Ah non. Donc plutôt bain nordique privilégié quand tu es sur Ou, le plan d'eau. non, jacuzzi, j'aurais dit, mais sinon le sauna qui pourrait être mis aussi, mais à bois. Oui, mais pas à bois. C'est bain nordique à bois. Oui, alors ça, c'est un projet qui me plairait bien parce qu'il y a vraiment des produits de sauna qui sont très très chouettes aujourd'hui à bois. Ça serait génial. À côté, je pense qu'à choisir, tu vois, il faudrait faire les deux. Il faut faire bain nordique et sauna. Moi, je dis que c'est le top. C'est vraiment bien. Sur un plan d'eau, c'est l'idéal. Voilà. Et ensuite, alors après, on en a une qu'on a fait, ça faisait 30 mètres carrés d'houseboat avec 30 mètres carrés de terrasse. Donc c'est chouette parce que quand tu commences à ouvrir ta pièce de vie, en plus il y a un système
de baie vitrée, tu vois, qui s'ouvre complètement. Donc, tu as ta pièce qui s'agrandit d'un seul coup avec tes 30 mètres carrés de terrasse. C'est La pas vue mal. sur l'eau, c'est génial. Ouais. Ça, tu vois, ça va sortir à 140, 150 000 euros autonome. Et puis après, ben oui, si tu commences à partir sur des formes un peu différentes. Ça peut monter. Ouais. Donc, tu vois, entre 70 et 150, tu vois, tu te dis, bah, autour de 100 000, j'ai quelque chose de bien. Ouais, tu as déjà un beau projet. Tu as déjà un beau projet. Après, c'est un Avec projet. un foncier qui coûte moins cher. C'est un projet qui est insolite, c'est un projet qui se fait pas couramment, c'est pas un lotissement, c'est complètement une autre vie, que ce soit pour y vivre ou pour de la location. Voilà. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ta petite résidence secondaire ou ton week-end, tu Ouais. veux te faire plaisir, tu veux y aller, ben, c'est chouette. Et puis quand tu n'y vas pas, ben, tu peux mettre en place une conciergerie qui peut mettre en location. Du coup, ben, ça peut être intéressant. Et je vais revenir sur la question de tout à l'heure. On avait parlé de la tiny house, si je pouvais louer mon jardin pour qu'un investisseur mette une tiny. Sur un étang, c'est la même chose? Pareil. Convention de mouillage. Ah, c'est une convention de mouillage, ça Oui, s'appelle? oui, c'est le terme qu'on utilise, ouais, convention de mouillage. On l'a mis en place. On a le cas également sur un plan d'eau où le propriétaire, mais il n'exploitait pas. Donc, il le propose aussi. Donc, ça, c'est chouette aussi. Là, le loyer, c'est à peu près 300 euros par mois. Ouais. Donc c'est plutôt bien. Alors ma question, elle est, s'il y a des gens qui ont un étang qui n'est pas exploité, est-ce qu'ils peuvent t'appeler pour que toi, tu trouves des investisseurs sur ce projet-là? Oui, tout à fait. Oui, j'ai un vivier d'investisseurs qui attendent d'ailleurs à chaque fois d'avoir un projet clé en main. Donc, avec grand plaisir. C'est intéressant. C'est intéressant. Voilà. tout à fait. Vous avez un étang, il est à l'abandon, il n'est pas entretenu, bah, vous appelez Céline et Céline, elle va vous faire un beau projet. C'est ça, tout à fait. Très bien. Et si tu avais un petit mot de la fin, ce serait lequel par rapport à tout ça? Ah, bah dis donc, là, on n'a pas préparé. Non, ça c'est non, ça Ah, c'est bien. voilà. Petit mot de la fin. Bah, un petit mot de la fin. Alors, bah, comme tu le sais, moi, je suis passionnée. De toute façon, je suis passionnée par ce que je fais. J'adore. J'aime vraiment se dire, je suis là pour transformer des rêves en réalité. Oh, c'est beau. C'est pour ça que Ouais, c'est beau. Ah oui, des rêves en réalité, c'est beau. Ça, c'est complètement moi. J'adore les rêves et j'adore les réaliser. Voilà. Donc Et voilà. je trouve que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on arrête de rêver ou on se dit bah oui mais c'est un rêve, ce ne sera jamais possible. On est tout de suite un peu dans le négatif et tout. Et non, moi je dis faut croire en ses rêves. Il y en a pour qui ça va être ça, d'avoir un petit habitat pour eux. On n'est pas obligé d'avoir grand pour être heureux. Au contraire, plus tu t'allèges, plus tu fais du vide. Mais c'est bien pensé et tu es dans un bon environnement. Je t'assure que dans ta tête, tu es 10 fois mieux, quoi. Alors tu vois ce que tu dis, je vais revenir dessus. J'en parle régulièrement avec mes enfants. J'ai un grand jardin et moi, ce que je verrai à l'avenir, c'est vivre dans mon jardin avec une tiny ou fixe, plutôt fixe que mobile en fait, et laisser cette maison à mes enfants, à qui que ce soit, mais vraiment aller me confiner dans mon jardin avec permaculture, mes animaux, ce serait vraiment mon rêve et ce serait l'idéal. Donc vivre ses rêves en fait. Je Ouais, suis d'accord avec toi. Oui, oui, et puis et c'est vrai que bon, j'en fais l'expérience parce que je vis dans ma tiny, c'est mon bureau, donc j'y suis tous les jours, si En tu plus. veux. Et moi, j'ai vraiment ça, c'est-à-dire que sur une tiny, j'ai à peu près 7 ouvertures, 7 ouvrants, tu vois. Donc je suis appelée par l'extérieur à chaque fois. Quand je veux passer des coups de fil, par exemple, les fois, je ne suis pas dans ma tiny, je peux être chez moi, je reste assise derrière mon écran, à table, si tu veux. C'est vrai. Et là, en fait, tu es appelé par la nature. D'un seul coup, tu vois les oiseaux, tu entends les bruits, tu vois le vent. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Ouais. Ça change tout le temps avec les saisons. Donc C'est vrai. c'est génial. Et donc là, bah, tu te mets debout et puis tu es au téléphone. Ouais. Tu regardes. Et c'est pas pareil quand tu es en réflexion, tu as ton regard qui va vers l'extérieur. Tu es appelé vers l'extérieur en tiny house. Et donc, Et en plus, comme tu le dis, tu bouges et tu n'es pas sédentaire à rester derrière ton ordinateur, ouais. à ne pas bouger. Et le fait d'écouter les oiseaux, de voir la nature changer, s'émerveiller au fil des saisons, c'est super beau. Ah bah oui, là, C'est, c'était... T'as vu les jours qu'on a eu la neige, là? Ah bah c'était magnifique. Ah bah là, et puis tout le monde avait le sourire. C'était génial. Et on a vu les gens se balader. Il y en avait les gens. Et comme tu le dis, bah, ils ont été dans la nature, ils ont été marcher et tout ça. Et ben merci beaucoup Céline pour tous ces renseignements. Tu crées de belles émotions comme ça, tu vois. Voilà. Ouais, c'est ça. Et ben c'est beau. Merci, Johan. Merci et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.